Septembre 1942. Après avoir passé 10 mois à se reformer, la première division blindée roumaine, désormais commandée par le général-major Radu-Gheorghe, est enfin jugée apte à reprendre du service. Elle est envoyée vers la Volga où, depuis août, les Allemands tentent désespérément de prendre Stalingrad. Avec l'invasion du Caucase et l'étirement inconsidéré du front, le haut commandement allemand est amené à confier à ses alliés de larges portions du front. La 4e armée roumaine, où on retrouve encore quelques R1, doit assurer le flanc droit de la 6e armée allemande, tandis que la 3e garde le flanc gauche. C'est à cette dernière qu'est affectée la division blindée, qui en octobre devient opérationnelle en tant que réserve. Mais le retour en Russie commence plutôt mal, car durant le transport, certains des R2, rafistolés après la bataille d'Odessa, sont dans un tel état que 35 d'entre eux ne parviennent à rejoindre le front et sont finalement abandonnés dans un dépôt en Ukraine. C'est donc déjà amputé d'un quart de ses effectifs que la division arrive et s'installe sur ses nouvelles positions, où elle va subir de plein fouet, à partir du 19 novembre 1942, la contre-attaque soviétique qui va s'achever par la première grande défaite de l'Axe, l'opération Uranus. Le choix d'attaquer simultanément les deux armées roumaines, dont les soldats sont reconnaissables à leur bonnet en laine d'agneau, n'est pas un hasard. Le haut commandement roumain est conscient de leur faiblesse et leur positionnement fait qu'une fois vaincus, c'est toute la 6e armée allemande qui peut être encerclée. C'est une tactique qui d'ailleurs sera réitérée à l'avenir et j'y reviendrai. Faute d'une préparation défensive suffisante et d'une artillerie anti-char peu nombreuse et sans grand effet sur les T-34, les défenses roumaines, très étirées et devant combattre par moins 20 degrés des forces largement supérieures en nombre, cèdent dès la première journée, provoquant un début d'encerclement de 3 divisions et des débris de 2 autres, en tout 40 000 hommes renommés groupe Lascar. C'est alors que les unités de réserve sont envoyées en contre-attaque. Parmi ces dernières, la première division blindée déployée à Perelazovski est envoyée rétablir le contact avec le groupe Lascar isolé. Le problème, c'est que l'unité qui connaît des difficultés de communication est située en plein axe de progression de l'offensive soviétique. Elle finit donc par être encerclée à son tour. Coupée de ses lignes de ravitaillement, chaque action doit être réfléchie au risque de voir ses chars tomber en panne d'essence ou manquer de munitions. La division blindée cherche d'abord à maintenir le lien avec ses compatriotes, mais subit déjà de grandes pertes. 25 chars rien que durant les 19 et 20 novembre. Mais le 21 novembre, l'encerclement du groupe devient définitif, la formation blindée doit donc l'abandonner et tente de rejoindre la 22e division de Panzer qui l'attend à Boldonchika. T3 et T4 en tête, suivis par les R2 et les Vanatori, la formation parvient peu à peu à s'extraire de la nasse au prix de lourdes pertes et de nombreux véhicules abandonnés faute d'essence. Une opération au cours de laquelle des équipages tels que celui de Ioan Chifulescu se distinguent par leur action. Finalement, le 22 novembre, les survivants parviennent à rejoindre les Allemands. Ils ne sont pas pour autant tirés d'affaire puisqu'ils doivent franchir la Tchir pour tenter d'ériger une ligne de défense. Et lorsque la traversée est achevée le 25 novembre, la division ne compte plus que 5 R2 et 1 T3 d'opérationnel et a déjà perdu 80% de ses hommes. Les combats défensifs se poursuivent pourtant jusqu'en janvier, en se repliant sur le Don. La formation, qui n'a plus de division que le nom, ne compte plus alors que 2 chars et 944 hommes valides. Elle est à l'image de l'armée roumaine qui a perdu durant ses combats autour de Stalingrad plus de 158 000 hommes, qu'ils soient morts, blessés ou capturés, auxquels il faut rajouter les 3 000 Roumains qui ont capitulé avec la 6e armée allemande à Stalingrad le 2 février 1943. Ce n'est pas seulement la moitié des forces roumaines engagées en Russie qui est perdue, c'est également l'élite de cette armée, toute l'expérience accumulée, que ce soit dans l'infanterie mais aussi dans les équipages de chars. Quant aux blindés, presque tous les R1 sont perdus, il en est de même pour les chars livrés par les Allemands, dont il n'en reste plus que 4. Quant aux R2, il en reste certes encore une cinquantaine, mais c'est essentiellement dû à ceux qui avaient été laissés en cours de route en dépôt, mais vous connaissez leur état. D'ailleurs, il est signifiant de savoir que finalement, seul un tiers des chars perdus l'ont été par le feu soviétique, le restant étant des chars abandonnés, soit faute de carburant, mais surtout de problèmes mécaniques. À partir de février-mars 1943, la division blindée est, comme la majorité de l'armée roumaine, retirée du front et rapatriée en Roumanie. Après la défaite de Stalingrad, les forces blindées roumaines débutent donc l'année 1943 avec exactement la même situation d'anéantissement qu'un an auparavant. Il faut tout recommencer. Pourtant, le haut commandement roumain a de grandes ambitions, puisqu'il souhaite reformer sa première division blindée, mais également mécaniser ses 5e et 8e divisions de cavalerie. Mais se pose la question de savoir avec quels blindés, puisque le pays n'est toujours pas capable de les produire par lui-même. Eh bien, c'est là tout l'intérêt d'étudier le cas roumain dans cette série. Il y a d'abord les traditionnels pis-aller, qui, comme nous l'avons présenté dans l'épisode précédent, consistent à réutiliser des chars capturés. Selon Axworthy, en 1943, l'armée roumaine compte dans ses stocks 41 chars pris aux soviétiques. 19 d'entre eux ne sont pas identifiés, mais pour le reste, on retrouve les inévitables T-34 et également un KV-1.
et plus original, des chars américains livrés aux Russes dans le cadre du pré-bail, notamment des Stuart, des Lee et des Valentine. Alors cependant, leur alignement est très limité dans le temps car faute de pièces détachées, au moindre pépin mécanique ils ne peuvent être réparés. Une autre méthode consiste à moderniser les chars obsolètes encore intacts. C'est le cas du R-35 qui se voit adjoindre à un blindage renforcé, ainsi qu'un canon plus puissant de 45 mm, lui aussi pris aux Russes, mais qui prend tellement de place dans la tourelle qu'il est impossible d'ajouter une arme secondaire. Et bien malgré cela et le fait que le canon 45 mm soit déjà obsolète à l'époque, le prototype du Venatolo des carrés R-35-45 achevé en février 1944 donne satisfaction puisque 30 unités sont ensuite converties par Leonida jusqu'en juin 1944. L'achat de chars à l'étranger, la réutilisation de ceux qui ont été capturés, le reconditionnement et l'amélioration de vieux modèles, la méthode qui va cependant caractériser le mieux l'armée roumaine par son degré de généralisation, c'est le bricolage de canons d'assaut à partir de matériel capturé sur ses adversaires. Des chars improvisés dont une flopée de projets voit le jour à partir de la fin 1942. Le premier d'entre eux à voir le jour date de novembre 1942. Il consiste à recycler les 14 R1 survivants en chasseurs de chars dotés du canon russe de 45 mm. Mais le développement du TACAM R1 est abandonné car le canon est trop lourd pour le châssis. Le 13 janvier 1943, c'est le prototype du TACAM T60 qui est achevé par le lieutenant-colonel Konstantin Gyulaï, qui d'ailleurs est un ingénieur qui va participer à l'élaboration de nombreux canons d'assaut hybrides, à partir du châssis du char russe T60, sur lesquels est posé un canon russe de 76,2 mm et dont la Roumanie en possède 38 à ce moment-là, l'ensemble étant protégé par des plaques de blindage issues du BT7. Le canon d'assaut est propulsé par un moteur gaz 202 de 70 chevaux, ce qui est un avantage car c'est une production soviétique sous licence dont les pièces détachées sont nombreuses en Allemagne et en Roumanie. Et quand on le regarde bien, il ressemble fortement au Marder dont d'ailleurs il s'inspire. 17 exemplaires sortent des ateliers Leonida à partir de juin 1943 et 17 autres à la fin de l'année. Ce qui fait que ces 34 TACAM T60 vont équiper la 61e et 62e compagnie de TACAM qui vont être rattachées respectivement à la 1re division blindée et au 2e régiment blindé. Ce sera d'ailleurs le seul renfort de l'année 1943 en ce qui concerne les blindés roumains. Alors la production ne va pas plus loin car c'est le défaut de se baser sur le matériel pris à l'adversaire, les stocks sont limités et impossible de le renouveler car cela fait longtemps que les Russes ont retiré le T60 de leur inventaire. C'est pourquoi le ministre de la Défense Constantin Pantasi autorise la possibilité d'utiliser le châssis du dernier char encore présent en nombre dans les rangs roumains, le R2. Alors à la base, il s'agit juste de renforcer ce modèle de char, mais lorsqu'au printemps 1943, Konstantin Gyulaï fixe un canon d'origine russe de 76,2 mm, il se rend compte que la tourelle est trop petite. Par conséquent, la seule solution, en tout cas la plus logique, a été de transformer l'engin en chasseur de chars, fermé sur 3 côtés à l'aide de plaques de blindage issues de T26 ou de BT7 capturés. Ainsi naît le TACAM R2 qui, grâce à son canon, pouvait détruire un T-34 à 600 mètres. Un gros point positif pour l'armée roumaine. Et bien pourtant, sa production a été retardée. Et ce n'est pas dû au fait qu'avec sa haute stature et son faible blindage de 17 mm, il était une cible facile et vulnérable, un T-34 pouvait le dégommer à 3 mm. Non, cette fois-ci, la responsable c'est l'armée roumaine elle-même, qui s'opposait à la conversion de son dernier char de combat, tant que celui-ci n'avait pas un remplaçant, notamment les chars promis par les Allemands. Bon, il faut les comprendre les Roumains, ils n'ont pas envie de se voir retrouvés privés de leur char à tourelle, car une tourelle, certes, ça coûte plus cher, mais c'est quand même un sacré avantage sur le champ de bataille. Cette décision retarde considérablement le début de la production, puisque le prototype, lui, est fini en septembre 1943, mais l'assemblage ne débute qu'en février 1944 avec l'ordre de convertir 40 R2. Les ateliers Leonida achèvent le premier lot de 20 unités en juin 1944. En juillet, ce sont les premiers tests à partir de ceux-ci, des tests qui révèlent des problèmes de visée. Mais peu importe, la situation est devenue trop urgente sur le front, ils sont directement envoyés au combat en formant la 63e compagnie de chasseurs de chars, affectée à la 1re division blindée. En revanche, le deuxième lot de 20 unités est annulé. Mais le projet le plus abouti est probablement le Maréchal. Un chasseur de chars conçu là encore par Gyulaï et sa petite équipe d'ingénieurs à partir du châssis du T60 dont la tourelle est retirée pour être remplacée par un blindage fermé de 20 à 30 mm en forme de carapace de tortue qui enserre un canon soviétique de 122 mm et laisse tout juste assez de place pour 2 membres d'équipage.
Ce prototype, nommé Maréchal M00 en l'honneur du maréchal Antonescu, se distingue par sa silhouette très basse, à peine 1,54 m de hauteur. Ainsi, les Roumains viennent de concevoir leur meilleur blindé de la guerre, et ce, dès la première moitié de l'année 1943. Or, je rappelle que les heures allemands, c'était en décembre 1943. Banco pour l'armée roumaine alors? Eh bien, pas tout à fait. Car lorsque des essais sont menés sur le prototype en juillet 1943, des problèmes de stabilité sont constatés. 3 autres prototypes, M01, M02 et M03 sont alors construits entre juillet et octobre 1943 pour corriger ce problème avec une amélioration des suspensions et un moteur plus puissant passant de 85 à 120 chevaux. Les 3 prototypes sont testés le 23 octobre au centre d'entraînement de Souditi en présence d'Antonescu lui-même, mais le problème de stabilité persiste. En fait, le canon est trop puissant et trop lourd pour le châssis. Il est donc décidé fin 1943 de sacrifier sa puissance et de le remplacer par un canon roumain de 75 mm. Le nouveau prototype M04 est achevé en février 1944, il est testé en présence des Allemands, mais patatras, la suspension lors du tir fait toujours défaut. En fait, le problème principal vient de la faiblesse du châssis du T60. Les Roumains élaborent donc en mai 1944 2 autres prototypes, M05 et M06, à partir d'un autre châssis, celui du T38 à l'instar du Hetzer. Avec une mitrailleuse et une boîte de vitesse française, le moteur du H39, une radio allemande, des suspensions tchèques, bref, l'un des chars les plus européens de la Seconde Guerre mondiale. Testés en juillet 1944, ils sont cette fois-ci jugés corrects. 1000 unités sont commandées par le gouvernement roumain à raison d'une production de 100 par mois. Ils devaient équiper 32 bataillons anti-chars et le bataillon d'entraînement. Mais encore faut-il avoir les châssis. C'est pourquoi un accord est signé avec l'Allemagne qui commence par fournir 10 T38. Il faut dire que la Wehrmacht est intéressée par le maréchal dont la basse silhouette en fait une arme redoutable et qui, comparé lors d'un test le même mois avec un Stuka 3, remporte le concours. Il faut dire aussi qu'il est économique, car il ne consomme que l'équivalent d'un septième du blindage d'un Panzer IV, ce qui s'explique par un blindage certes plus faible, mais compensé par son inclinaison. Mais la production de masse qui doit commencer en juin 1944 ne démarre jamais, puisque les bombardements alliés en avril 1944 désorganisent l'arrivée des composants de toute l'Europe, et qu'il a fallu trouver un nouveau moteur après la libération de la France. De toute façon, tous ces projets prennent beaucoup trop de temps, et au final n'aboutissent qu'à la production d'un nombre limité d'unités. Il reste encore alors une dernière solution, se tourner encore une fois vers l'Allemagne. Sauf qu'en 1943, la situation de la Wehrmacht est encore moins bonne qu'en 1942. Après la défaite de Stalingrad et l'échec de Koursk, la production des usines du Reich est donc affectée prioritairement aux armées allemandes. Si bien qu'au début de l'année 1943, le seul matériel concédé par les Allemands est 50 pauvres Panzers de 38 tonnes, totalement désuets à ce moment de la guerre, et en plus, à la seule condition qu'ils soient utilisés uniquement sur le front. C'est ce qui explique qu'en mars 1943, ils sont envoyés directement en Crimée sans passer par la Roumanie. Enfin, lorsque les Roumains les réceptionnent, ils ont la désagréable surprise de constater que seuls 17 d'entre eux sont opérationnels. Et ce n'est qu'après un travail acharné de la maintenance roumaine pour les remettre en état de combattre, qu'ils finissent par former un bataillon déployé dans la tête de pont de Kuban en juillet 1943 pour renforcer les troupes roumaines déjà présentes sur place. Obsolètes et vulnérables, une grande partie d'entre eux sont détruits dans les combats défensifs de novembre 1943, les engins survivants étant autorisés à être renvoyés en Roumanie. Le problème, c'est que l'armée allemande considère ses alliés comme des troupes de seconde classe, ce qui fait qu'ils rechignent à leur livrer du matériel dernier cri. Ce qui va amener à un phénomène qu'on avait déjà vu dans les épisodes abordant les chars italiens, un écart technologique toujours plus croissant entre le Reich et ses alliés, qui de fait deviennent de plus en plus dépendants vis-à-vis de l'Allemagne. Et si cette dernière pouvait se permettre au début de la guerre de leur livrer un matériel de seconde classe, là au fur et à mesure de l'avance soviétique vis-à-vis de la Roumanie, il s'agit tout au contraire de satisfaire un allié pour qu'il reste au sein de l'axe. C'est pourquoi en septembre 1943, enfin l'Allemagne accepte de fournir à l'armée roumaine des blindés non seulement en quantité, mais aussi en qualité. C'est le programme Olivenbaum qui prévoit de livrer entre novembre 1943 et juillet 1944 pas moins de 114 Panzer IV, 98 Sturmkehrschütz, ainsi que des véhicules blindés d'infanterie tels que 40 SDKFZ 222. Du jamais vu pour la force blindée roumaine qui désormais pourrait faire jeu égal avec les soviétiques. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. C'est que la situation devient catastrophique sur le front. En mars 1944, les troupes soviétiques pénètrent en Transnistrie, Odessa est reprise le 10 avril.
Le besoin de troupes solides pour boucher les trous devient donc si urgent pour le commandement roumain qu'il ne peut attendre l'achèvement de la formation de la première division blindée et engage ses éléments de façon fractionnée et progressive sous la forme de Kampfgruppe. Ainsi est créé en février 1944 le groupe Cantemir qui, avec des éléments hétéroclites, part combattre en Transnistrie où il perd les 2 derniers Panzer III que possédait la Roumanie. Une autre unité temporaire est formée le 28 mars, le détachement blindé rapide envoyé en Moldavie. L'autre problème est que plus les troupes soviétiques se rapprochent du territoire national roumain, plus les relations entre les Allemands et son allié se dégradent sérieusement. Si Antonescu réaffirme son attachement à l'Axe en réactivant la 4e armée envoyée sur le front, derrière son dos, une délégation se rend secrètement au Caire le 12 avril pour négocier une paix séparée avec des représentants alliés. Hitler, flairant le danger, refuse la proposition du comte Dukator de créer un groupe d'armées roumains avec les 3e et 4e armées roumaines et intercale entre les deux la 6e armée allemande. C'est dans ce contexte que la première division voit ses effectifs gonfler au fur et à mesure de la réception des blindés venus d'Allemagne. Désormais dirigée par le meilleur spécialiste des blindés en Roumanie, le brigadier général Raducorn, la division est renommée Romania Mare, Grande Roumanie, imitant ainsi la division allemande Großdeutschland. Mais les livraisons sont insuffisantes, puisque vous pourrez constater avec ce tableau des effectifs en août 1944 que la division reste incomplète et moins puissante qu'une division blindée allemande. D'ailleurs, faute de blindés, la tentative de convertir la 8e division de cavalerie en seconde division blindée s'est avérée infructueuse. La veille de l'invasion de la Roumanie en août 1944, l'ossature des forces blindées roumaines repose donc essentiellement sur ces 2 unités, mais auxquelles on peut également rajouter les 20 R-35 de la première division de cavalerie affectés à la 3e armée, mais qui servent plus d'artillerie statique que de véritables chars de combat, les 18 Takam T-60 qui étaient en cours de transfert vers le 2e régiment blindé, les 21 Takam R-2 de la 63e compagnie, mais dont les équipages n'avaient pas encore fini leur entraînement, tout comme ceux d'ailleurs des 35 R-35 modifiés avec leur canon de 45 mm. Les 5 T-38 restants, eux, ne semblent plus être en service durant l'été 1944, et restent ensuite donc les véhicules écoles, soit des chars modernes tels que les 14 T4 parce qu'ils sont nécessaires, ou bien des chars qui sont désormais devenus trop obsolètes pour être alignés, c'est le cas par exemple des 44 R2 et des derniers R1. Le 20 août 1944, à 7h40, 90 divisions soviétiques, 900 000 hommes et 1400 chars appuyés par 1800 avions débutent leur offensive. Face à eux, à peine une quarantaine de divisions allemandes et roumaines, soit 800 000 hommes. Après 1h30 de bombardement, les Russes mettent une attaque en pince dans les secteurs les plus faibles, c'est-à-dire ceux occupés par les armées roumaines, pour encercler comme à Stalingrad la 6e armée allemande avant de progresser à l'intérieur de la Roumanie. Très vite le front est percé, 5 divisions roumaines partent en morceaux et les soviétiques s'emparent de Iassi. La Mare Romania est donc envoyée le jour même en contre-attaque. Les blindés roumains pensaient prendre de flanc les soviétiques, ils se retrouvent en fait face au principal axe de l'offensive des Russes. Ainsi débute la bataille de Skolbateni, un affrontement qui va durer toute la journée, durant lesquelles les Roumains vont pouvoir combattre pour la première fois avec des armements égaux à ceux des Russes, sauf lorsqu'ils voient apparaître pour la première fois 4 monstrueux Joseph Staline II, mais que les Roumains arrivent quand même à détruire. Et après 10 heures de combat, la division éreintée doit se retirer à l'aide d'un écran de fumée largué par avion. L'unité a perdu presque la moitié de ses blindés, 34 pour être exact, contre 60 soviétiques, ce qui montre bien qu'une fois que les Roumains étaient armés de façon correcte, ils pouvaient se montrer l'égal des Allemands. Les jours suivants sont une succession de combats retardateurs et de retraites par petits groupes, qu'il est, comme l'avoue Martinez dans son livre, difficile à suivre, et durant lesquels plusieurs chars sont sabotés suite à des problèmes techniques. Au sud, la première division de cavalerie perd tous ses vieux R-35 en tentant de stopper soviétiques sur la rivière Kolganik. Quant à la deuxième division blindée, elle n'intervient même pas puisque le 22, les Allemands de la 20e division blindée s'emparent tout simplement des chars de l'unité. Quant aux autres blindés, on dispose d'aucune information sur leur participation éventuelle au combat. Toujours est-il que 4 jours après le début de l'offensive, les Russes ont progressé de plus de 100 km et s'approchent du Danube. Cet échec pousse les partisans de la paix séparés à agir. Le 23 août 1944, Antonescu est arrêté, tandis que Mihai annonce par radio la formation d'un gouvernement et la fin des combats. La réaction allemande est immédiate, telle une répétition de ce qui s'est produit à Rome un an auparavant. 6000 Allemands foncent sur Bucarest pour prendre le contrôle de la capitale. Mais ils sont repoussés par les Roumains qui à cette occasion réutilisent les anti-chrono FT, constituant ironiquement l'une des dernières actions des forces blindées roumaines dans l'Axe.
puisque le 25, suite à un bombardement aérien allemand de la capitale, le nouveau gouvernement de la Roumanie déclare officiellement la guerre à l'Allemagne. Parmi les conditions imposées par l'URSS pour une paix séparée, se trouve la restitution de tout matériel d'origine russe, ce qui signifie que tous les canons d'assaut tels les TACAM, qui sont produits soit à partir d'un châssis ou avec un canon soviétique, doivent être livrés à l'armée rouge en octobre 1944. Quant au plan du Marshall et ses prototypes, ils sont également confisqués. Commence alors une autre histoire, celle des forces blindées roumaines, mais combattant cette fois-ci du côté soviétique jusqu'en mai 1945. Et si cette histoire vous voulez que je vous la raconte, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Un pouce bleu s'il vous plaît si vous avez aimé la vidéo, que vous pouvez bien sûr partager, et me rejoindre également sur le Facebook de la chaîne où je poste régulièrement des infographies que je crée moi-même à l'occasion de ces vidéos. Et bien d'ici la prochaine, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, longue vie et prospérité.